Bienvenue sur Monde Multipolaire. Ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo n'est pas une émission ordinaire de commentaires géopolitiques. C'est un document vivant d'une époque en train de basculer. Et avant de vous donner la traduction fidèle de ce que dit l'analyste que nous allons suivre aujourd'hui, il y a des éléments de contexte absolument essentiels que nous devons poser ensemble parce que comprendre ce moment sans les connaître, c'est regarder un tableau sans en connaître le peintre. Commençons par ce qui est sûrement la chose la plus importante qui se passe. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé, pas partiellement, pas symboliquement, fermé avec des règles d'accès imposées par la marine des gardiens de la révolution iranienne. Et ce que vous entendrez dans cet extrait audio du début, un officier iranien s'adressant en anglais aux navires qui tentent de passer n'est pas de la propagande. C'est la réalité opérationnelle de ce détour géopolitique que le monde vient de prendre. Pourquoi est-ce si significatif? Pour le comprendre, il faut remonter à 1974. Cette année-là, Henry Kissinger et le président Nixon ont conclu un accord secret avec l'Arabie saoudite. Le pétrole du monde entier serait désormais libellé et vendu en dollars américains exclusivement. En échange, les États-Unis garantissaient la sécurité militaire du régime de Riyad. Ce fut la naissance du pétrodollar, le mécanisme invisible qui a permis aux États-Unis d'imprimer de la monnaie pour financer leur guerre, leur déficit, leur surconsommation, sans jamais payer le prix réel de leurs erreurs stratégiques. Ce système a tenu pendant 50 ans. 50 ans pendant lesquels quiconque tentait de vendre son pétrole dans une autre monnaie se retrouvait dans la ligne de mire de Washington. Saddam Hussein avait annoncé en 2000 qu'il vendrait le pétrole irakien en euros. 2 ans plus tard, l'Irak était envahi. Mouammar Kadhafi projetait de créer un dinar panafricain pour libeller les exportations pétrolières africaines. En 2011, la Libye était bombardée et Kadhafi était assassiné dans une fosse. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle physiquement le passage par lequel transitent 20% des exportations pétrolières mondiales. Et il impose des frais de passage en yuan, la monnaie chinoise, via le système de paiement international SIPS, le rival du SWIFT américain. Ce n'est pas une anecdote, c'est la chute de la dernière pièce du domino du pétrodollar. Et ce que vous entendrez dans la vidéo que nous traduisons aujourd'hui, c'est la réaction panique d'une administration américaine qui commence à mesurer l'ampleur de ce qu'elle a perdu, non pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan monétaire et stratégique. Il faut également nommer quelque chose que les grands médias occidentaux refusent de dire clairement. Les hôpitaux iraniens ont été frappés, les maternités ont été frappées, des infirmières iraniennes ont été filmées en train de protéger des nourrissons de leur propre corps sous les frappes. Ces images existent, elles circulent, et le silence des médias dominants face à ces images, le même silence qu'ils ont maintenu pendant 2 ans face au génocide à Gaza, révèle une structure de valeurs dans laquelle certaines vies comptent infiniment plus d'autres. Sur Monde Multipolaire, nous refusons cette hiérarchie. Chaque mort compte. Chaque bombe tombée sur une maternité est un crime de guerre, quelle que soit la main qui l'a larguée. Un dernier point avant d'entrer dans la traduction. Vous allez entendre cet analyste parler de l'Ukraine et de l'opération militaire spéciale dans le même souffle que la crise iranienne. Ce n'est pas un hasard éditorial. C'est une cohérence analytique profonde. Ces 2 conflits sont les 2 faces d'un même phénomène. La tentative de l'Occident dirigée par Washington de maintenir par la force une domination unilatérale sur un monde qui a décidé de ne plus l'accepter. La Russie en Ukraine, l'Iran au Moyen-Orient, ce sont 2 nations qui ont dit non. Et le monde entier regarde comment Washington répond à ce non. La réponse, jusqu'ici, a été la destruction d'hôpitaux, des menaces nucléaires et la panique économique. Pas exactement la posture d'un empire confiant en sa légitimité. Voici maintenant la traduction fidèle de la vidéo. Écoutez attentivement et nous reprendrons ensemble à la fin pour analyser, enrichir et tirer les enseignements de tout ce qui a été dit. Pourquoi ne voyons-nous pas ce sentiment se répandre? Pourquoi les gens ne se sentent-ils pas mieux?
Eh bien, vous savez, quand j'étais dans le milieu de l'investissement, il y a des sondages sur les consommateurs, mais moi, je regardais ce que les gens faisaient vraiment. Donc, au ministère des Finances, nous recevons beaucoup de PDG, que ce soit dans la distribution, les cartes de crédit, les banques, et le consommateur, même s'il peut sembler pessimiste, est en réalité plutôt brillant. Et nous voyons que les dépenses ont été très solides. So we are seeing spending has been very solid across. Ici le capitaine Stéphane appelant sur le canal 16. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Nous l'ouvrirons sur ordre de notre guide. L'imam Khamenei passe sur les tweets de quelques idiots. Si vous souhaitez passer par le détroit, vous devez demander la permission à la marine des gardiens de la révolution iranienne. Tout navire ayant un lien avec nos ennemis sera pris pour cible s'il tente de passer par ce détroit. Terminus, terminus, terminus. Eh bien, bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le 10 à 9 avril 2026, c'est dimanche, et terminons ce week-end avec quelques mises à jour. Ne perdons pas de temps, allons directement au vif du sujet, pour ainsi dire. Et comme vous le voyez en introduction, c'est ce dans quoi Israël et les États-Unis excellents. Bombarder les hôpitaux, les écoles, les maternelles, c'est ce qui se passe. Et vous pouvez voir vous-même l'héroïsme des infirmières iraniennes qui tentent immédiatement d'aider les patients, en particulier dans le service de maternité. Elles sauvent les enfants au péril de leur propre vie. Donc, si quelqu'un pense qu'on peut se battre contre ces gens-là, eh bien, j'ai une nouvelle pour vous et j'ai aussi un pont à vous vendre. Bon, faisons un petit détour ici. Comme vous vous en souvenez, je vous ai présenté et je vous recommande vivement de lire l'excellent article de Michael Brenner dans Consortium News sur essentiellement la dégénérescence morale de l'Amérique et sur ce qui se passe dans toute la situation avec l'Iran. Et vous pouvez entendre vous-même que désormais, même les Iraniens eux-mêmes commencent à se moquer des États-Unis. Parce que c'est leur humiliation au-delà du débat moral, au-delà de ce qui a été fait à l'Iran. Et la raison qu'on connaît. Mais maintenant, vous avez des gens qui s'adressent ouvertement au trafic, ou plutôt à l'absence de trafic, dans le détroit d'Ormuz, en disant que non, ils ne se basent en rien sur Twitter et sur les tweets d'un, il l'appelle, idiot. Et vous savez bien de qui il s'agit pour prendre quelques décisions, que ce soit commerciales, militaires ou autres. Mais laissez-moi commencer par aborder immédiatement cette question. Quand on parle de l'apparition sérieuse de démence et de folie pure, et de Trump qui perd complètement les pédales, et tous ceux qui invoquent maintenant le 25e amendement en disant que c'est essentiellement pour faire de Trump le seul bouc émissaire pendant que le système, lui, survit
parce qu'ils vont tout mettre sur le dos de Trump. Je suis désolé, les amis. Nous avons la situation avec un homme qui ment littéralement sans arrêt. Il ment, il est essentiellement une machine à mensonges, et quiconque dans son administration continue d'aller dans son sens, ou tente de préserver ses nominations, ses postes juteux, ses clubs de golf exclusifs hors de prix, ses remboursements de crédits immobiliers, ses achats et tout le reste, ceux-là font par définition partie du problème. Tout comme les donateurs, le soi-disant marécage ou ces forces derrière les rideaux et les portes closes qui font réellement sombrer les États-Unis, faut-il le préciser. Donc M. Trump continue de choquer absolument tout le monde, avec ceci en premier lieu. Je ne sais même pas comment commenter ça. Alors voilà, Trump déclare que les Iraniens ont accepté tout, y compris le retrait de l'uranium enrichi. Les Iraniens ont regardé ça et dit « Vous plaisantez, j'espère ». Et le président Trump a dit, lors d'un entretien téléphonique, que l'Iran avait accepté tout et travaillerait avec les États-Unis pour retirer son uranium enrichi. Vraiment, il a insisté sur le fait que cela n'impliquerait pas de troupes terrestres américaines. Mais quand on lui a demandé qui le récupérerait, il a dit « Nos gens, je ne sais pas, ce sont nos gens ». Quels gens? Je ne sais pas. Des aliens de la planète Zar, sûrement. C'est sûrement pour ça qu'il y a eu cette recrudescence des discussions sur l'activité OVNI, parce que personne ne veut parler des vraies choses. Les fichiers Epstein, l'implication d'Israël et les atrocités qu'il commet, et le fait qu'il contrôle effectivement les États-Unis et son armée. Voilà ce dont on ne parle pas. Et ensuite, soudainement, nous avons d'autres choses. Trump continue évidemment de se pavaner comme un homme complètement débridé. C'est ce que c'est. Et donc il dit bien sûr à propos d'Israël, « Oh, que les gens aiment Israël ou non, ils ont prouvé être un grand allié. » Eh bien, ils ont fait tomber les États-Unis d'Amérique. Ils sont courageux, audacieux, loyaux et intelligents. Et contrairement à d'autres qui ont montré leur vraie couleur dans un moment de conflit et de stress, Israël se bat dur et sait gagner. Président Donald J. Trump, Israël ne sait pas gagner. Et en ce moment, il se fait littéralement rouler dans la farine. Parce que comme de nombreux professionnels partout dans le monde commencent à parler ouvertement, l'armée israélienne est une force semi-amateur, la seule chose qu'Israël sait faire, c'est bombarder des populations civiles, des implantations paisibles, les bombarder. C'est à peu près tout. Pour les vraies opérations terrestres, combinant tous les bras de l'armée, ils n'y connaissent rien. Ils n'y ont d'ailleurs jamais vraiment rien connu une fois que les Juifs soviétiques qui avaient traversé la Deuxième Guerre mondiale, des gens courageux et très bien formés, surtout ceux qui avaient suivi les écoles militaires soviétiques, qui avaient ensuite émigré en Israël et qui formaient le noyau de la planification opérationnelle et du commandement tactique et opérationnel. Une fois qu'ils sont partis, voilà, ils ont bien effacé les Arabes de l'Égypte à la Syrie et ailleurs. Mais c'est fini. L'armée israélienne est fondamentalement une force de gendarmerie. Je l'ai répété bien des fois, inutile de le répéter, mais non. C'est réellement une puissance militaire de troisième ordre avec quelques ogives nucléaires et une soi-disant armée de l'air israélienne faite d'avions américains. C'est tout. Ils ont le soi-disant complexe militaro-industriel qui a énormément bénéficié de technologies volées ou transférées aux États-Unis, technologies qui ne sont pas terribles à la base, mais voilà qui ils sont. Donc M. Trump continue de les louer pour des raisons qui lui appartiennent, mais il continue de mentir, comme je l'ai déjà dit, et le mensonge se répand partout. Par exemple, voilà, Trump dit qu'il y aura désormais un deuxième cycle de négociations avec l'Iran. Vous savez quoi? Je viens juste de le lire. Voilà. L'Iran a refusé de participer au deuxième cycle de pourparlers avec les États-Unis. L'agence de presse iranienne l'a rapporté dimanche. Le président américain Donald Trump avait dit que ses représentants étaient en route pour Islamabad afin de participer aux négociations sur l'Iran. Le représentant permanent américain aux Nations Unies, Mike Waltz, avait affirmé que les négociations entre les États-Unis et l'Iran reprendraient dans les 24 prochaines heures. L'Iran a refusé de participer au deuxième cycle de négociations avec les États-Unis, a indiqué l'agence. Et vous avez entendu vous-même ce que les gens qui contrôlent le détroit d'Ormuz, les Iraniens, disent
qu'on ne peut tout simplement pas faire confiance à ce qu'ils disent. Et vous pouvez aller lire la transcription de mes citations. C'est encore un de ces types des forces spéciales qui est maintenant devenu représentant des États-Unis aux Nations Unies. Et quand vous lisez cette interview entière, vous voyez à quel point ils sont stupides, littéralement stupides. Alors cette idiote de Margaret Brennan de CBS demande, l'agence de renseignement de défense a dit au Congrès cette semaine que l'Iran dispose de milliers de missiles et de drones kamikazes qui peuvent encore menacer les États-Unis. Donc il y a encore une menace dans une certaine mesure. Le général Kane a déclaré jeudi que les États-Unis allaient poursuivre les navires battant pavillon iranien ou tout navire fournissant un soutien, y compris ceux transportant du pétrole iranien. Pékin est le principal client. Allez-vous commencer à monter à bord des navires se dirigeant vers la Chine quand cette opération commencera ? Ils ont évidemment posé la question à M. Waltz et Mike Waltz dit « Eh bien, je ne vais pas entrer dans la chronologie opérationnelle, mais je vous dirai que toutes les options sont sur la table. Le président est prêt à escalader pour désescalader. Il le pense vraiment. » C'est un genre d'assemblage de mots complètement dépourvu de sens du vent agité. Et il dit que rien de ce qui bénéficierait à l'Iran ne sortira du détroit. Et en plus de ça, le secrétaire Besant a annoncé l'opération Fureur économique, où nous sommes prêts à imposer des sanctions secondaires aux banques qui traitent des dollars pétroliers iraniens illégaux. Donc nous mettons vraiment une pression maximale sur chaque aspect de l'économie iranienne. Voilà ce que dit Mike Waltz. Il est sorti de l'Institut militaire de Virginie avec un diplôme en relations internationales. Monsieur Waltz, malgré tout son service dans les forces spéciales, ne comprend pas à quoi il a affaire en termes de situation globale. Et si vous voulez voir l'impact global qui va bien au-delà du seul pétrole, vous pouvez aller voir notre bon ami Larry Johnson qui donne un très bon tour d'horizon de ce qui se passe et de la façon dont ça va affecter, dans le meilleur des scénarios, l'économie mondiale. Et c'est pas joli, c'est franchement laid. Et c'est ce qu'ils essaient de dissimuler maintenant en produisant ces collections de mots absolument creux. Et la question que les gens doivent se poser, et dont nous n'avons entendu aucune réponse, concerne ce qu'ils ont mentionné, qui vont principalement s'en prendre aux pétroliers chinois qui transportent du pétrole iranien. Et c'est, en termes purement opérationnels, loin d'être simple, oui, la Chine tire une grande partie de son énergie des voies de communication maritime qui vont du golfe Persique, traversent l'océan Indien et arrivent en Chine où elles sont déchargées. Donc, les États-Unis peuvent-ils arrêter les pétroliers chinois en route vers la Chine ? Théoriquement, oui. Ils peuvent même les couler si ça en vient là. Pas que ça ait le moindre sens militaire ou économique. Mais voilà la question que je vous laisse. Cherchez les réponses vous-même. Mais je veux le répéter encore et encore. Que faut-il faire ? Si vous vous souvenez, la Russie escorte déjà essentiellement ses pétroliers tout le long de la mer Baltique et tout le long de la Manche. Elle utilise des frégates, d'autres types de bâtiments de combat, et la Russie effectue des manœuvres de force comprenant le transfert de navires de surface supplémentaires de la flotte du Nord. Donc oui, les Russes ont les moyens de le faire et ils le font. Et comme Nikolai Patrouchev, le très grand bonnet du Conseil de sécurité russe, l'a déclaré, ça allait venir, la Russie l'a dit et elle le fait. Maintenant vient cette question et il y aura de très nombreux fans de la Chine qui vont se précipiter dans la section des commentaires et dire « Oh non, vous ne comprenez pas. Où est la marine chinoise ?» Je peux vous dire une chose. La Chine dispose probablement en ce moment de la plus grande flotte de surface au monde. Les destroyers de type 55, le 055 et le type 052 sont sur le papier des navires très capables. La Chine peut fondamentalement déployer un escadron entier, un grand groupe de combat. Et si elle le souhaite, elle dispose certainement d'au moins 3 porte-avions, dont au moins 2 sont encore opérationnels d'après ce que je sais. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 là-bas. Déployez-en un si vous voulez montrer votre pavillon. Mais vous ne pouvez pas le faire sans déployer la flotte de surface. Je ne vais pas entrer dans la partie sous-marine, mais je n'ai pas trouvé de nouvelles réellement sérieuses et vérifiables selon lesquelles la Chine aurait jusqu'ici déployé une force significative. Je ne dis pas qu'elle ne le fera pas, et très vraisemblablement
quelque chose est en train d'être discuté. Et j'espère que oui. Parce qu'évidemment, ce que M. Waltz et l'administration Trump proposent, c'est essentiellement de la piraterie. Et c'est l'une des grandes tâches stratégiques de toute flotte sérieuse, l'interdiction des lignes de communication maritime de l'ennemi. Et est-ce que les États-Unis vont le faire? Ils le font sûrement, déjà, si ce n'est pas encore le cas. Mais voilà le problème. Nous ne connaissons pas la situation entière. Mais j'ai soulevé cette question pour que vous soyez conscient que ça va sûrement être très, disons, intéressant au sens opérationnel du terme, pas intéressant au sens humain, de voir comment la Chine va déployer, si ce n'est déjà fait, sa flotte de navires de surface. Et voilà ce que les États-Unis envisagent, ce qui les transforme essentiellement en nations pirates, ce qu'ils sont déjà, et c'est la tragédie nationale des États-Unis. Et vous avez encore ces gens qui croient à ces vieilles sornettes produites par l'administration Trump comme des déclarations officielles. Et si vous regardez l'impact chinois, voici les données du Financial Times, les prix de l'énergie en Chine. Et dans ce cas précis, il n'y a aucune raison pour eux de mentir parce que nous savons que la Chine dépend énormément des importations d'énergie, que ce soit de Russie, d'Iran ou du Golfe Persique. Et comme vous pouvez le voir, surligné en gris, la période du début de la guerre contre l'Iran, l'essence monte, le diesel monte, le gaz de pétrole liquéfié monte et le gaz naturel liquéfié monte. Donc les prix augmentent. Et ils vont continuer d'augmenter, y compris aux États-Unis, malgré les tentatives habituelles de Trump de manipuler les marchés. Mais si vous regardez les contrats à terme, oubliez, ça c'est de la camelote, ce sont des dérivés qui n'ont rien à voir avec le pétrole physique. Et c'est pas seulement le pétrole. C'est tout, y compris les engrais. Et comme je l'ai déjà dit, si vous regardez le tour d'horizon de notre merveilleux ami Larry Johnson, vous verrez vous-même que dans le meilleur des scénarios, si tout se calme un peu, ça va prendre des années, sûrement, pour défaire les dommages. Et à ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. Nous sommes au point de non-retour. Parce qu'évidemment, le pétrodollar est mort et c'est un impact épouvantable sur les États-Unis. Et voilà pourquoi, ce que vous avez entendu au début, le secrétaire au Trésor, monsieur, baissant, ils n'arrivent pas à mettre ensemble des mots cohérents. Ils ne le peuvent pas. Ils ont fondamentalement fait exploser l'économie américaine et elle coulait déjà. Mais maintenant, nous avons cette situation. Et que dire? Je ne sais pas comment commenter ça autrement, mais les nouvelles règles sont en place. Comme vous pouvez le voir vous-même, des gens partout en Iran disent que leur heure est venue de se conformer au nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz. Ces règlements sont déterminés par l'Iran, pas par des posts sur les réseaux sociaux. Encore une fois, répétition de ceux dont ils parlaient les tweets de l'idiot. Et vous savez bien de qui ils veulent parler. Dans ce nouveau système, seuls les navires commerciaux autorisés par la marine des gardiens de la Révolution sont autorisés à naviguer par les routes désignées après avoir payé les droits requis. Si les États-Unis tentent de créer un quelconque trouble pour les navires iraniens, la situation peut facilement changer. Et ce n'est pas tout. Et il faut constamment rappeler que, évidemment, il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb, et il y a les Houthis qui disent qu'ils sont prêts, et voilà ce qu'il en est. Dès que nous décidons de le faire, ou que l'Iran le dit, le Bab el-Mandeb sera fermé. Et ça affectera fondamentalement le commerce international et bien sûr les exportations de façon énorme. C'est une catastrophe économique pour l'administration Trump, et avouons-le, on ne peut pas le négocier dans un sens ou dans l'autre. L'homme promet des victoires, je ne sais pas combien de fois par jour. Et monsieur, Qassam a raison. Ne vous méprenez pas, j'abhorre le Parti démocrate des États-Unis. C'est l'un des partis les plus destructeurs. L'administration Obama était le clou dans le cercueil des États-Unis, et pareil pour Biden. Mais il a raison, ce bonhomme. Trump promet des victoires pratiquement plusieurs fois par jour. Et rien ne se passe. Que dire? La seule chose qu'ils savent faire, c'est manipuler ces monnaies virtuelles, ces dérivés, et ça va continuer comme ça. Opération militaire spéciale mise à jour Ukraine. Aucun d'eux n'a la moindre capacité de changer quoi que ce soit sur le plan physique. Et comme je l'ai déjà dit, c'est la tragédie nationale. Certaines personnes ne comprennent pas le tribut épouvantable que cette tragédie est en train d'imposer à la société américaine. Et ça n'a pas commencé hier.
et même pas pendant l'administration Trump. Ça dure depuis le 11 septembre 2001, mais c'est un sujet à part à ce stade. Alors maintenant, que peut-on dire? On peut aller jeter un œil à la situation de l'opération militaire spéciale. Et comme vous pouvez le voir vous-même, les Russes continuent d'avancer et ça se passe partout. Kostiantynivka est absolument en train d'être démantelé. Les Russes sont profondément à l'intérieur de la ville. Si vous regardez par exemple la carte de Kostiantynivka, les Russes se battent dans le centre-ville. Et ils vont supprimer les vestiges de cette organisation terroriste qui est devenue l'armée ukrainienne. Ce n'est qu'une question de temps. Et les Russes n'essaient pas inutilement d'engager leur personnel. Ils préservent tout simplement les vies de leurs soldats. Et comme vous pouvez le voir, c'est un pilonnage absolu de partout. Et beaucoup de gens ne comprennent toujours pas que peu importe ce que fait l'Ukraine, c'est fini. Vous voyez vous-même encore un cimetière avec toujours cette musique lugubre qui accompagne habituellement ces vidéos. Mais vous ne pouvez pas changer la trajectoire entière de l'Ukraine en tant qu'État. Et même les médias occidentaux vous donnent la situation démographique de la population ukrainienne. Regardez ça, déclin complet. Et ça avait commencé même avant la révolution de 2014. Mais vous pouvez voir vous-même que la tendance est prononcée, ils ne se reproduisent tout simplement plus en raison d'une combinaison de conditions sociales, culturelles et économiques qui ne peuvent pas être changées parce que la guerre continue. Et si vous regardez le bilan du jour de l'opération, c'est assez standard, et si vous regardez attentivement le nombre de drones abattus par les Russes, y compris ceux qui attaquent principalement des cibles civiles, voilà, vous pouvez le voir. C'est le schéma otanien modifié. Ils ont aussi bombé leur propre maternité dans l'une des républiques. Ouais, ils bombardent juste des femmes sur le point d'accoucher. Voilà qui sont ces gens-là. Et voilà qui sont ceux qui les commandent depuis l'Occident combiné. Et c'est là qu'on arrive à ce point très important, parce que j'en ai vraiment marre. Ce sont principalement des trolls. Ce sont principalement des gens qui ne peuvent pas faire face à la réalité que l'Ukraine est essentiellement en train d'être liquidée en tant qu'État. Et quand on regarde la carte, le mouvement est partout. La question ici concerne les soi-disant lignes rouges. Je veux rappeler, à ceux qui ne comprennent toujours pas par exemple, vous souvenez-vous de Kiev en 3 jours? Et tous ceux qui avaient un peu de bon sens, moi y compris, disaient non, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants, pourquoi vous allez la prendre? Ça va nécessiter d'énormes forces pour prendre cette ville et ça ne fait aucun sens militaire. Surtout parce que la Russie n'était pas là pour des gains territoriaux, c'était à propos de ces 4 républiques, c'est tout. Ce scénario a été imaginé et jeté là par Monsieur Millet, le général Millet, le président des chefs d'état-major interamés. Ah ouais, ils doivent l'avoir en 3 jours. Oh, ils ne l'ont pas eu en 3 jours. Mon Dieu, quel perdant. Eh bien, les perdants sont les généraux américains. Le Pentagone est fondamentalement l'une des plus grandes collections de perdants qui ne savent se battre qu'au Panama ou dans je ne sais quelle grenade. En termes de vraie guerre, même Trump est absolument terrorisé par l'opération terrestre, quelle qu'en soit l'échelle. Ce qui ne peut pas être à grande échelle, parce que les États-Unis n'ont tout simplement pas les ressources qui peuvent même concevablement se comparer à ce qui est accompli dans l'opération militaire spéciale contre un adversaire que les États-Unis n'ont jamais rencontré. Et des officiers ukrainiens sont en train de dire, y compris des prisonniers de guerre, même des sources du côté ukrainien, que l'entraînement et les concepts tactiques otaniens et américains sont absolument inutiles. Et tout ça se résume à ce que dit M. Lavrov. Hier, M. Lavrov a donné un discours et il l'a parfaitement défini. Il parle de ces lignes rouges. C'est ce schéma des médias principalement occidentaux qui crée ces hauts des lignes ont été franchis et les Russes n'ont jamais vraiment posé de lignes rouges. Ces soi-disant journalistes ont créé ces lignes rouges et M. Lavrov l'aborde de front. Il dit « Parce qu'aucun haut responsable russe n'est jamais sorti dire « c'est la ligne rouge ». Franchissez-la et vous savez ce qui se passe. La patience de la Russie n'est pas illimitée et pourrait finalement s'épuiser. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti, accusant l'Occident
de pousser l'Ukraine vers un conflit plus large et de franchir répétitivement les lignes rouges de Moscou. Mais voici ce qu'il dit. Il y a un chœur de voix disant qu'il ne faut pas craindre la Russie. Certainement, ne craignez pas la Russie. Certains pourraient même nous appeler tigres de papier, mais je mettrai en garde contre de tels parallèles. La Russie a dans son caractère national une qualité telle que la patience. Nous disons que Dieu a enduré et nous a dit d'endurer aussi, mais à un certain moment, la patience s'épuise. Et il dit que je pense que c'est même bien que personne ne comprenne où est la ligne rouge, en soulignant que la Russie est capable d'agir si nécessaire. Le président a dit, plus d'une fois que nous avons de quoi répondre, a-t-il ajouté, sans élaborer, et voilà le problème. Toute leur hystérie, encore une fois, qui a commencé en Occident, concernait le fait que le ministère de la Défense russe a publié 10 adresses majeures où se trouvent des installations de production dans des pays soi-disant non impliqués, entre guillemets, des pays de l'OTAN, qui produisent par exemple des composants pour les drones destinés à l'Ukraine. Et sur ces 10 adresses, 4 sont en Italie, par exemple. 40% de ces installations de production sont en Italie. Et soudainement, Salvini dit « Nous ne sommes pas impliqués dans la guerre contre la Russie. Si, vous l'êtes. » Et c'est le point, pour la première fois, de cette façon. C'est pourquoi ils sont vraiment maintenant au bord du gouffre. Monsieur Witt a raison et je suis d'accord avec lui sur la question « La Russie frappera-t-elle l'OTAN si nécessaire ?» Oui. Et ceux qui en doutent doivent comprendre le niveau intellectuel du grand public en Occident et surtout de la direction politico-militaire. Et donc, si il continue, vraisemblablement, à un moment ou à un autre, la Russie commencera avec les États baltes, c'est possible, et la Finlande, et ils ne le croient toujours pas, parce qu'ils sont sous l'emprise du lavage de cerveau. La majorité des politiciens de l'Occident combinés sont bons pour s'enrichir et se corrompre. En termes de pensée stratégique, avec les militaires européens, ils ne sont pas bons. Et donc, ils ont décidé, pour une raison quelconque, qu'ils pouvaient déplacer des équipements depuis l'Ukraine. La vraie raison pour laquelle ils déplacent des choses depuis l'Ukraine est simple. La capacité militaro-industrielle de l'Ukraine a été complètement détruite. L'Ukraine ne peut pas vivre sans ce soutien en argent et évidemment en équipement qu'ils peuvent obtenir. Et parce qu'ils n'ont rien eux-mêmes, ils pensent, pour une raison quelconque, que oui, pourquoi ne pas substituer ce manque de personnel par des drones et les produire en Occident, parce que les Russes n'oseront pas attaquer l'Occident. Les Russes attaqueront l'Occident, partons de là. Et la raison pour laquelle ils attaqueront l'Occident, c'est qu'ils en ont fini avec la destruction de la base matérielle de guerre ukrainienne. L'Ukraine ne peut que produire de la chair à canon. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Et ils pensent que, d'accord, on va patcher ça avec des drones, bonne chance. Mais si vous allez même au Royaume-Uni, il y a toutes sortes d'angoisses. Regardez ça. The Guardian dit « Le ministère de la Défense a perdu la trace des vétérans sur la liste de rappel », dit un conseiller en défense. Exclusif. George Robertson appelle les officiels à identifier ceux qui sont en défaut et ceux qui sont consentants dans la réserve stratégique britannique forte de 95 000 hommes. D'accord. Donc si nous faisons semblant que le Royaume-Uni décide de se battre contre les Russes et qui font appel à ces 95 000, mettons 50 000 de ces réserves stratégiques, ils adorent faire de grandes déclarations et grands gestes creux, mais c'est à peu près tout. Les Russes en viendront à bout en environ 1 mois, et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne veulent toujours pas regarder en face dans le miroir en Occident et admettre « c'est fini pour vous, il n'y a rien à faire ». Vos pays sont en complète désorganisation, vous devenez pauvres. Et pareil pour les États-Unis, aussi douloureux que soit cet aveu. Vous êtes des tigres de papier et il n'y a rien à faire. Ouais, en 2028, ils seront prêts à se battre. Ils essaient de transférer l'économie sur des rails militaires, pour ainsi dire. Quand vous regardez Starmer, Merz, Meloni, sans parler de ce garçon de service de la France, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas les ressources et la situation de la démilitarisation totale de l'OTAN qui s'est produite pendant l'opération militaire spéciale est maintenant
les États-Unis et Israël, qui se font rouler dans la farine dans l'une des catastrophes militaires les plus humiliantes de notre époque. Bonne chance. Que dire? Et il y aura des gens qui diront « Non, vous ne comprenez pas, nous sommes grands, nous sommes fabuleux. » Ouais, si vous pensez que vous êtes si grand, allez regarder des films de Chuck Norris ou Top Gun Maverick. Voilà une excellente base académique pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais je suis évidemment sarcastique. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce dimanche. Et comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. Et ceux qui peuvent se le permettre, soutenez-moi sur Patreon. Achetez-moi un café aussi. Et ça me permettra de rester dans ce métier que j'exerce depuis maintenant presque 4 ans et demi. Et ça me permettra de continuer à essayer de vous tenir informés en ligne avec la véritable trajectoire des événements dans notre monde. Passez un bon reste de week-end et on se reparle plus tard, les amis. And this is what I wanted to tell you guys today. It is Sunday, and as always, those who like what I do, please subscribe to my channel, and those who can afford, please support me on Patreon. Buy me a coffee too, and that will keep me in this business of what I've been now for almost 5 years. So not 4.5. So, and that will allow me to try to at least to keep you informed and actually in line with the actual basically thrust of the events in our world. So have a nice rest of the weekend and I'll talk to you later, guys. Nous venons de traverser ensemble une vidéo dense, brutale, parfois excessive dans ses formulations, mais qui touche à une vérité géopolitique centrale que nous devons maintenant développer et enrichir ensemble. Parce que sur Monde multipolaire, nous ne nous contentons pas de traduire. Nous analysons, nous contextualisons et nous refusons les raccourcis dans un sens comme dans l'autre. Commençons par ce qui est sûrement le fait le plus important que cet analyste a formulé. Cette humiliation est sûrement la plus grande défaite militaire en temps de paix qu'un président américain ait eu à endurer en exercice depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Et il faut mesurer ce que ça signifie. En 1975, Gerald Ford avait regardé depuis la Maison-Blanche les dernières images des hélicoptères évacuant des Américains du toit de leur ambassade à Saigon. Cette image était considérée comme l'humiliation ultime de la puissance américaine. 51 ans plus tard, les États-Unis se retrouvent dans une position encore plus inconfortable. Non seulement ils n'ont pas pu imposer leur volonté à l'Iran, mais ils ont dû accepter un cadre de négociation rédigé par Téhéran. Mais attention, et c'est là la nuance que cet analyste n'apporte pas, toujours clairement, il ne s'agit pas d'une victoire absolue de l'Iran. Il s'agit d'une non-défaite de l'Iran. Et la formule de Haaretz que nous avons citée dans nos précédentes vidéos reste la plus juste. Tout ce que l'Iran doit faire pour gagner, c'est de ne pas perdre. Tout ce que les États-Unis et Israël ont besoin, c'est d'une victoire spectaculaire. Cette victoire spectaculaire n'est pas venue, et c'est ça, fondamentalement, le basculement que nous vivons. L'analyste parle du pétrodollar comme s'il s'agissait d'une chose simple et récente. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Pour comprendre pourquoi sa mort est si significative, il faut remonter au 15 août 1971. Ce jour-là, le président Nixon ferme la fenêtre d'or, ce qui signifie que les États-Unis annoncent unilatéralement que le dollar ne sera plus convertible en or. C'est la fin du système de Bretton Woods, mis en place en 1944, qui avait garanti la stabilité monétaire mondiale pendant 27 ans. 3 ans plus tard, en 1974, Kissinger négocie avec l'Arabie Saoudite ce qui va devenir le pétrodollar. L'accord est simple et brutal dans sa logique. Le pétrole du monde entier sera vendu uniquement en dollars américains. En échange, les États-Unis garantissent militairement la sécurité de la famille royale saoudienne. Ce mécanisme a permis aux États-Unis de faire quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire économique mondiale. Financer des déficits colossaux, des guerres coûteuses et une surconsommation structurelle sans jamais payer le prix de ces excès, parce que le reste du monde était obligé d'acheter des dollars pour acheter du pétrole. Ce système a permis aux États-Unis d'imposer des sanctions dévastatrices à des dizaines de pays, l'Iran, Cuba, la Russie, le Venezuela, le Zimbabwe, la Syrie, sans avoir besoin du consentement
de personnes. Il suffisait de couper l'accès aux transactions en dollars, pas de dollars, pas de commerce mondial. Voilà le nerf de la guerre que l'Iran vient de sectionner en imposant des péages en yuan dans le détroit d'Ormuz. C'est le début de la fin d'un mécanisme de domination qui durait depuis 52 ans. Certains diront, et ils ont partiellement raison, que le dollar reste dominant dans les échanges mondiaux. C'est vrai. Mais la tendance est claire. En 2022, avant les sanctions imposées à la Russie, environ 80% des transactions pétrolières mondiales étaient réalisées en dollars. Aujourd'hui, selon les estimations disponibles, ce chiffre est descendu à environ 58%. C'est pas encore la mort du dollar, mais c'est la fracture du mur. Et dans l'histoire, les murs ne tombent pas progressivement, ils tiennent, puis ils s'effondrent en une nuit. Le mur de Berlin en 1989, la livre sterling comme monnaie de réserve mondiale en 1956 après la crise de Suez, il y a des précédents et ils sont enseignants. L'analyste commence sa vidéo par les images des infirmières iraniennes protégeant les nourrissons sous les frappes. Ces images existent. Elles ont circulé en dehors des grands médias occidentaux. Et leur quasi-absence dans les journaux télévisés européens et américains révèle quelque chose de fondamental sur la structure des valeurs qui organisent l'information en Occident. Ce n'est pas nouveau. En septembre 1982, les milices chrétiennes libanaises alliées d'Israël ont massacré entre 800 et 3500 civils palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila à Beyrouth, sous la supervision directe de l'armée israélienne commandée par Ariel Sharon. La commission Kahan, instituée par le gouvernement israélien lui-même, a déclaré Sharon responsable indirect des massacres. Il a été contraint de démissionner du poste de ministre de la Défense. 20 ans plus tard, il est devenu Premier ministre d'Israël. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, l'hôpital Al-Yarmouk de Bagdad a été frappé. En 2006, lors de la guerre de 33 jours au Liban, l'hôpital gouvernemental de Bint Jbeil a été détruit. En 2009, lors de l'opération Plomb durci à Gaza, l'hôpital Al-Quds de la Croix-Rouge a été frappé. En 2023 et 2024, l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le plus grand hôpital de l'enclave, a été assiégé, puis ses médecins et patients évacués de force, puis l'infrastructure hospitalière complètement détruite, et maintenant, en 2026, des maternités iraniennes. Le schéma est constant, la réaction des médias dominants est constante aussi, minimisation, contextualisation sélective, silence. Sur Monde Multipolaire, nous refusons cette hiérarchie de l'horreur. Le fait que nous soyons critiques de la politique étrangère américaine et israélienne ne signifie pas que nous fermons les yeux sur les violences commises par d'autres acteurs. Mais il faut nommer ce qui est: les hôpitaux iraniens ont été frappés. Ce sont des crimes de guerre, au sens de la Convention de Genève de 1949. Et le silence des médias occidentaux face à ces frappes, le même silence qu'ils ont maintenu pendant 2 ans face au génocide à Gaza, est une complicité morale documentée. L'analyste fait constamment des allers-retours entre l'Ukraine et l'Iran. Et il a raison de le faire, même si la forme n'est pas toujours celle que nous aurions choisie sur Monde Multipolaire. Ces deux théâtres sont les deux faces d'une même crise systémique, la tentative de l'Occident, dirigée par Washington, de maintenir par la force une hégémonie sur un monde qui a décidé de ne plus l'accepter. Voici les faits en Ukraine en ce 10 à 9 avril 2026. Les Russes combattent dans le centre de Kostiantynivka, une ville de 47 000 habitants en temps de paix, dans la région de Donetsk. La progression russe sur toutes les lignes de front se poursuit. Le bilan matériel ukrainien est vertigineux. Le plus important reste le bilan humain. Des estimations sérieuses, notamment du magazine américain Newsweek, cité en octobre 2023, évoquent entre 60 et 80 000 morts ukrainiens. D'autres estimations, provenant de sources occidentales non officielles, évoquent des chiffres supérieurs à 100 000. La réalité est que personne ne sait, et le fait que personne ne sache dans un conflit qui dure depuis plus de 2 ans
est lui-même révélateur. L'analyste a raison de souligner la démographie catastrophique de l'Ukraine. En 2021, avant le conflit, l'Ukraine comptait 44 millions d'habitants. Aujourd'hui, les estimations disponibles extrêmement difficiles à vérifier, étant donné les conditions suggèrent que la population se situe entre 25 et 30 millions d'habitants, en comptant les territoires sous contrôle ukrainien. Des millions ont fui en Europe, des millions se trouvent dans les régions sous contrôle russe. Et la natalité s'est effondrée. En 2022, l'indice de fécondité ukrainien est tombé à environ 1,2 enfants par femme, l'un des plus bas du monde. Tout ça pour dire que l'analyste a raison sur le fond. L'Ukraine comme État tel qu'il existait avant 2022 ne peut plus exister dans sa forme initiale. Ce n'est pas un souhait éditorial de notre part. C'est un constat démographique et territorial. Et la question qui se pose désormais, et que nous nous engageons à traiter sur Monde Multipolaire avec le même sérieux que les questions militaires, est celle de l'avenir des populations civiles ukrainiennes, quelle que soit l'issue du conflit. L'analyste soulève une question que très peu d'analystes occidentaux osent poser franchement. Que se passera-t-il si les États-Unis tentent d'intercepter des tankers transportant du pétrole iranien vers la Chine? Cette question n'est pas hypothétique. Mike Waltz l'a mis sur la table. La Chine importe aujourd'hui environ 10 à 7,5 millions de barils de pétrole par jour. C'est le pays le plus importateur de pétrole au monde, devant les États-Unis. Environ 40% de ces importations proviennent des pays du Golfe Persique. Si les États-Unis tentent d'intercepter des tankers chinois, ils placeraient Pékin devant un choix existentiel. La Chine peut-elle accepter que la première puissance mondiale lui coupe son approvisionnement énergétique? La réponse est non. Non pas pour des raisons idéologiques, mais parce qu'une économie de 14 000 milliards de dollars qui fait tourner des usines et des villes pour 1,4 milliard de personnes ne peut pas accepter une interruption de son approvisionnement énergétique sans générer une crise économique et sociale interne d'une ampleur catastrophique. L'analyste évoque la marine chinoise et sa capacité de réponse. Voyons les faits. La Chine dispose aujourd'hui d'environ 355 navires de guerre de surface, ce qui en fait numériquement la plus grande marine du monde, devant les États-Unis, qui en comptent environ 297. Mais, et c'est un mais crucial, la puissance de frappe projetée, ce qui signifie la capacité à opérer loin des côtes chinoises, reste supérieure du côté américain. Les États-Unis ont 11 porte-avions opérationnels, la Chine en a 3, dont la pleine capacité opérationnelle reste à démontrer en conditions de combat réelles. Cela dit, dans le scénario d'une confrontation dans la mer d'Arabie ou dans l'océan Indien, la Chine n'aurait pas besoin d'égalité totale avec la marine américaine. Il lui suffirait de rendre le coût de l'interdiction inacceptable pour Washington. Et avec ses missiles balistiques anti-navires, DF-20T-1D et DF-26, des missiles capables de frapper des porte-avions en mouvement à plus de 3000 km, la Chine dispose d'une capacité de dissuasion asymétrique considérable. Si un porte-avions américain est coulé par un missile chinois dans l'océan Indien, on est dans un scénario de Troisième Guerre mondiale. Et ni Washington, ni Pékin ne veut ça. Ce qui signifie que cette confrontation est probablement amenée à se jouer dans l'ambiguïté, pression, contre-pression, sans jamais franchir le seuil du contact direct. Mais le simple fait que cette question soit sur la table montre à quel point l'administration Trump est en train de naviguer dans des eaux sans précédent. Et si cette option est mise en œuvre, même partiellement, les conséquences sur les marchés énergétiques mondiaux seraient catastrophiques. Le baril pourrait dépasser 200 $. Et l'économie mondiale, déjà fragilitée par 2 ans de guerre en Ukraine et 40 jours de guerre contre l'Iran, pourrait entrer dans une récession d'une profondeur comparable à celle de 1929. L'analyste cite Lavrov sur les lignes rouges et nous voulons approfondir ce point parce qu'il est crucial et souvent mal compris en Occident. La Russie n'a jamais posé de ligne rouge publique et précise avec une date
et une conséquence attachée. Ce n'est pas un oubli, c'est une doctrine délibérée, héritée de la tradition militaire soviétique et russe, depuis Sun Tzu au 5e siècle avant notre ère, jusqu'à Clausewitz au 19e, en passant par l'école stratégique russe du 20e siècle. Les praticiens sérieux de la stratégie savent que poser des lignes rouges publiques et précises affaiblit celui qui les pose. Parce que si l'adversaire franchit la ligne et que vous n'agissez pas, vous perdez toute crédibilité, et si vous agissez, vous avez vous-même choisi le moment et le terrain, jamais la meilleure position. L'ambiguïté stratégique est une arme. Et les Russes la manient avec compétence. Mais voilà ce que la déclaration de Lavrov signifie concrètement, traduit du langage diplomatique, en réalité opérationnelle. La Russie est en train de signaler aux pays de l'OTAN qui fournissent des composants de drones à l'Ukraine que leur territoire pourrait devenir des cibles. Ce n'est pas une menace en l'air. Le ministère de la Défense russe a publié des adresses précises en Italie, en Allemagne, en France. Ces publications ne sont pas des accidents, ce sont des avertissements formalisés. La question qui se pose alors est la suivante. Jusqu'où la Russie est-elle réellement prête à aller? Et la réponse honnête est que personne ne le sait avec certitude, y compris vraisemblablement les dirigeants russes eux-mêmes, parce que les décisions d'escalade se prennent rarement, de façon abstraite et théorique. Elles se prennent dans le contexte de provocations spécifiques, de rapports de force du moment et des calculs internes qui nous sont opaques. Ce que nous savons, c'est que la Russie a démontré depuis 2022 une patience stratégique considérable. Mais cette patience a des limites. Et Lavrov vient de dire publiquement que ces limites existent. Terminons sur ce qui donne son nom à notre chaîne. Le monde multipolaire. Et soyons clairs sur ce que ça signifie et sur ce que ça ne signifie pas. Le monde multipolaire n'est pas un monde où l'Iran est parfait. La République islamique a des problèmes internes considérables. Une répression des libertés civiles que des millions d'Iraniens dénoncent, une corruption endémique, des inégalités sociales profondes. Nous ne fermons pas les yeux sur ces réalités. Et nous encourageons vivement chacun d'entre vous à lire des sources iraniennes diverses pour former votre propre jugement. Le monde multipolaire n'est pas non plus un monde où la Russie est parfaite. L'invasion de l'Ukraine a causé une souffrance humaine immense à la fois pour les civils ukrainiens et pour les soldats des deux camps. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, des millions de personnes ont été déplacées. Ces faits sont réels, documentés et ne doivent pas être banalisés. Mais le monde multipolaire est un monde où ni l'Iran, ni la Russie, ni la Chine, ni aucune autre nation ne peut être réduite au silence ou soumise par la seule force monétaire et militaire d'une puissance unique. C'est un monde où les nations ont le droit de choisir leurs partenaires commerciaux, leur monnaie d'échange, leur système de défense, sans avoir à demander la permission à Washington. C'est un monde où les voix du Sud global, de l'Afrique, de l'Asie du Sud, de l'Amérique latine, ont le droit d'être entendues à égale dignité avec celles de Paris, de Londres ou de Washington. Et c'est ce monde-là que nous essayons de documenter, d'analyser et de comprendre ensemble sur monde multipolaire. Pas avec des certitudes fausses, pas avec des propagandes habillées en analyse, mais avec les outils de la pensée historique, géopolitique et économique, appliqués honnêtement, même quand les conclusions sont inconfortables. Ce que nous venons de vivre en 40 jours de guerre contre l'Iran, 40 jours qui ont fait plus pour la recomposition de l'ordre mondial que les 20 dernières années de sommets diplomatiques, nous dit une chose fondamentale: les institutions du XXe siècle, les mécanismes de domination du XXe siècle, les certitudes du XXe siècle sont en train de se briser. L'ONU est paralysée par le veto américain, le SWIFT a été transformé en outil de sanction, l'OTAN est en train de se fissurer, le pétrodollar est en agonie. Ce vide, parce que c'est bien un vide qui se crée, peut être rempli par quelque chose de meilleur.
ou par quelque chose de pire. Ça dépend de ce que nous décidons collectivement de faire. Et c'est précisément parce que cette question est ouverte que Monde Multipolaire existe. Pas pour vous dire quoi penser, mais pour vous donner les outils pour penser par vous-même. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous avez appris un fait que vous ne connaissiez pas, si vous avez trouvé un angle que vous n'aviez pas considéré, si vous avez eu envie d'aller vérifier une information que nous avons donnée, ce qui est toujours la bonne réaction, alors elle a rempli son rôle. Partagez-la, commentez, débattez. C'est ça, Monde Multipolaire. À très bientôt.